potentiellement, et comment en fait derrière ces sites sont exploités. Alors notre rôle à nous, c'est de vérifier que ces installations ne sont pas à l'origine d'impacts particuliers sur leur environnement. Alors, on est bien en application du code de l'environnement, du code forestier éventuellement, donc on est sur ces sujets-là. On vous montrera au cours de la visite, alors une visite d'inspection c'est sur la base d'un arrêté préfectoral habituellement. On est là dans un cas particulier puisqu'en fait les installations classées, en tout cas les éoliennes, ne sont installations classées que depuis 2011. Le site ici a fait l'objet d'un permis de construire et une déclaration d'antériorité puisqu'il est antérieur en fait dans cette déclaration à ce passage en installation classée et donc on va demander le respect en fait d'un arrêté ministériel. Et vous verrez au travers des questions qui seront posées que les dispositions qui s'appliquent au parc éolien se sont durcies au fil du temps, y compris aujourd'hui pour les demandes d'autorisation. En passant d'un régime du permis de construire à un régime d'autorisation au titre des installations classées, vous verrez que les exigences, notamment en termes environnementaux, se sont fortement durcies. Donc voilà pour la conduite de la visite d'inspection. Il y a 3 thèmes qui seront regardés aujourd'hui. Il y a notamment la maintenance, les opérations de maintenance et de mise en sécurité du site. Il y a le suivi environnemental qui est réalisé et également les contrôles de bruit, contrôles sonores qui sont faits autour du site. Je veux préciser qu'il y a eu une partie de l'inspection qui s'est déroulée ce matin dans les locaux d'Engie, donc c'est la partie administrative, on regarde l'ensemble des pièces, des documents. Et qu'en fait on est là maintenant sur un contrôle sur site, sur les 3 aspects que je viens de vous indiquer. Donc le parc a été construit en 2013, donc c'est un parc qui fait 8,2 MW, c'est des machines sans violon, avec une hauteur au moyeu qui est à 100 mètres et des pales qui font 46 mètres, donc un diamètre de 92 mètres. Donc le parc produit annuellement environ 18 millions de kilowattheures, donc ce qui fait 18 gigawattheures, ce qui représente la consommation électrique d'environ 7000 personnes hors chauffage et environ 13 000 tonnes de CO2 économisées. La consommation de 7000 personnes 7000 personnes hors chauffage, voilà. Par an. Par an, voilà. Il y a 4 éoliennes, donc le parc fait 8 MW, chaque unité fait 2 MW et 50 kg. Première fois qu'on a inspecté, pour vous donner une idée à peu près, on est à peu près dans l'ouest, dans le Grand Ouest, parce que moi je suis avec mon équipe représentant du Grand Ouest, on a à peu près 60% des parcs qui ont été inspectés dans le cadre de l'ICPE. Voilà. L'ICPE, je rappelle, a été mis en place en 2011. Par notre centre de contrôle, donc on a qui vient d'être réalisé, qui se fait à distance. Donc, notre centre de contrôle est basé à Châlons-en-Champagne en fait. Il supervise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes les installations de la flotte Engie en renouvelable. Pardon. Vous en avez combien on a à peu près 800 MW actuellement parce qu'il y a pas mal d'éoliennes. On doit avoir 400 et quelques éoliennes. Voilà, 400 à 500 éoliennes. Le chiffre exact doit être dans ces eaux-là. Donc le centre de contrôle qui supervise en fait toutes les installations, tous les alarmes, toutes les anomalies d'une turbine, donc est basé à Châlons-en-Champagne. Par contre, en fait, nos équipes d'exploitants locales, qui sont aussi d'Astreinte 24/24, sont basées à Lorient. Voilà, donc c'est plutôt une logique de proximité pour pouvoir intervenir autour de nos parcs et puis de pouvoir être très rigoureux sur le suivi de la maintenance et des contraintes environnementales qui sont liées à l'exploitation des parcs. Voilà. L'autre est arrêté aussi. Alors, pourquoi une éolienne peut être arrêtée? Parfois, quand on voit des parcs, il y a pas de système en bas. Effectivement, vous aurez remarqué. Commencer l'inspection avant de poser des questions. Alors, je vais répondre, puis après je vais laisser l'inspection se dérouler, puisque c'est quand même l'Adréal qui est aujourd'hui là dans le cadre de cette inspection. Il y a 3 typologies finalement d'arrêt d'une éolienne. Il y a un arrêt pour maintenance, classiquement, quand on maintient l'éolienne, ce qui n'est pas le cas pour celle-là et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est juste pour l'inspection qu'on a arrêté la turbine. Il y a un arrêt qui peut être sur défaut. Un défaut de la turbine, puisque la turbine est autonome finalement dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle est préprogrammée en fonction d'une anomalie ou pas, elle s'arrête, ou alors ça peut être une recherche de vent. Et puis après il y a ce qu'on appelle des seuils minimums de vent, et aujourd'hui on est un peu à la seuil mini du vent de démarrage qui va être autour de 6 à 10 km/h à hauteur moyeu, où la turbine ne démarre pas, où elle va redémarrer une fois qu'elle aura trouvé pendant 10 minutes une position de vent suffisante, et des arrêts aussi sur des vents extrêmes qui vont dépasser les 100 km/h. Voilà, typique tempête. Voilà en gros les 3 familles d'arrêts que vous pouvez trouver sur les turbines éoliennes. Xavier Blanquer, inspecteur des installations classées en charge des éoliennes dans le département.
Donc l'inspection s'est déroulée en 2 temps, comme toujours. Donc une première partie administrative qu'en général on fait le matin en salle, sur laquelle on peut vérifier l'ensemble des documents administratifs et notamment les rapports de maintenance qui sont prévus par l'arrêté de 2011 et qu'on constate l'après-midi par la réalisation effective de la maintenance sur place. Donc à chaque fois qu'on fait une inspection, la machine est mise à l'arrêt, oui, pour l'inspection, et on ne fait pas la sanction de la machine à chaque fois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver vraiment des défauts, des procédures? Jusqu'à présent, depuis un an, un peu passé et demi que je fais ça, je n'ai jamais trouvé de non-conformité sur des inspections d'éoliennes. L'exploitant est prévenu à l'avance. L'exploitant est systématiquement prévenu à l'avance parce que la partie d'inspection administrative est très lourde. Et ce n'est pas des documents qu'on peut sortir comme ça par surprise. Notamment les rapports de maintenance, parce que les maintenances sur les éoliennes se font de manière cyclique par le mainteneur qui produit une grande partie de documents et on vérifie qu'une portion des documents qui sont soumis à la règle ICPE. Mais eux, pour le bon fonctionnement de la machine, ils font beaucoup plus de contrôle de maintenance que ça. Et donc on prépare les documents qui vont être visités par la DREAL spécifiquement pour l'inspection. On pourrait intervenir de façon inopinée sur un parc éolien s'il y avait par exemple des défauts qui étaient constatés à l'extérieur. On pratique du contrôle inopiné à raison de 10% de l'ensemble des contrôles que l'on réalise. Mais ce type de contrôle est relativement mal adapté à des éoliennes. Mais il est vrai qu'effectivement on pourrait éviter l'effet de surprise, enfin en tout cas pour prendre parfois effectivement l'exploitant dans ses pratiques, il est bon de ne pas le prévenir. Mais on a aussi besoin qu'il s'y prépare, parce qu'on aura besoin d'avoir accès à un certain nombre de documents, de preuves qui établissent la conformité de l'établissement. Tout à l'heure, vous disiez qu'on contrôlait le bruit. Quelles sont les limites entre ce qui est autorisé, pas autorisé? Est-ce que c'est lié à la vitesse du vent? Ou est-ce que vous réduisez, vous arrêtez votre éolienne si elle va faire trop de bruit? Est-ce qu'il y a un seuil maximal de bruit? Comment ça se passe? Ça, c'est tout à fait fixé par la réglementation. La limite de bruit, c'est pas du tout lié au vent, en fait. C'est le bruit qui est généré par la machine, par les pales, oui, et qui est mesuré dans ce qu'on appelle les zones d'émission réglementées, c'est-à-dire les constructions les plus proches des machines. Et les limites de bruit qui sont acceptées sont 3 décibels de plus que le bruit ambiant, enfin le bruit que nous on appelle bruit résiduel, c'est-à-dire le bruit sans le fonctionnement de la machine la nuit, et 5 décibels de plus que ce bruit-là pour la journée. Donc les campagnes de mesure acoustique, c'est notamment des choses qu'on vérifie le matin dans la partie contrôle administratif, parce que c'est des campagnes de mesure qui sont faites par l'exploitant, par un bureau d'études qui est payé par l'exploitant, et qui nécessite la mise à l'arrêt des machines, mesurer le bruit résiduel, puis le bruit en fonctionnement de la machine, qui est rendu sous forme de rapport, qui est souvent très conséquent. Dans toutes les conditions de vent, selon comment le vent souffle, par 3 mètres secondes, 5 mètres secondes, etc. Et donc, avec pluie, sans pluie, c'est des documents qui se consultent en salle. Plus on souffle, plus de bruit. Alors c'est pas nécessairement vrai. En fait, ce qu'on mesure, c'est pas nécessairement le bruit, mais donc ce que je disais, c'est l'émergence par rapport au bruit normal de l'état des lieux qu'on a aujourd'hui. Si le vent fait du bruit dans les arbres, ça augmente le minimum et donc voilà. Donc nous, ce qu'on va mesurer, c'est le bruit que provoque l'éolienne elle seule par rapport au bruit normal. Et donc souvent les émergences, elles sont plutôt dans les basses périodes de vent, à 6-7 mètres par seconde, et beaucoup moins quand il y a beaucoup de vent. Une petite question sur les non-conformités que vous observez en fait en règle générale, sur ce genre de... Alors comme je disais tout à l'heure, des non-conformités on n'en a pas. Ce qui peut arriver, c'est que dans le cadre des mesures de bruit, l'exploitant constate qu'il y a possibilité de dépassement d'émergence dans certaines conditions, et donc il réduit le fonctionnement de la machine, c'est-à-dire qu'il met en place ce que nous on appelle un plan de bridage pour les faire fonctionner de manière conforme. De telle sorte qu'il n'y a pas de non-conformités qui sont constatées, puisque la machine va fonctionner en mode réduit, par exemple la nuit, pour ne pas provoquer d'émergence. Quel que soit le vent, vous réussissez à réduire Alors ça va dépendre du type de machine. Il y a des machines sur lesquelles, en fonction de la vitesse de vent, l'exploitant réduit le nombre de tours par minute généré par la machine pour réduire le vent. Il y en a d'autres sur lesquelles la machine ne permet pas cette
cette possibilité fine de dire je réduis à 3 mètres secondes et pas à 4 mètres, et donc on réduit tout le temps, quelles que soient les conditions de vente, de manière à obtenir la conformité. C'est le cas ici présent du parc de Radenac d'ailleurs. Où la nuit on réduit le fonctionnement des machines pour être sûr d'atteindre la conformité. Il y a des maisons loin, il y aura Quelque part, oui. On peut considérer que dans les endroits où il y a des zones réglementées qui sont très loin, on peut avoir plus de bruit en bas de pale qui ne vont pas provoquer d'émergence dans la zone réglementée. On rappelle qu'aujourd'hui, en fait, pour pouvoir autoriser une éolienne, il ne faut pas d'habitation à moins de 500 mètres. C'est une disposition réglementaire qui vise aussi, quelque part, à ne pas exposer au bruit d'éventuels riverains. L'éolienne tourne, produit du courant, mais qu'il n'y en a pas besoin. Alors il y a le courant est systématique, ça va être la priorité, c'est ce courant-là qui va être utilisé en fait. D'accord. Si c'est ça, donc ça fait des économies sur le courant voilà. d'origine Fossile nucléaire ou autre. Ouais, Oui. Ce sont les premières énergies qui sont utilisées, le courant, les électrons verts. D'accord. Là, ouais. Donc ça a une véritable utilité pratique. Enfin, ça sert à quelque chose, quoi. Voilà. Parce que une des clés du débat, puisqu'il y a un projet qui est un peu contesté là sur Carreau, c'est de dire en fait les éoliennes ça produit très peu de courant par rapport à ce que ça demande comme installation, etc. C'est vrai ou pas? Ben non, en fait, c'est ce qu'on réexpliquait tout à l'heure. On est vraiment sur si ça ne produisait pas ou si on n'installerait pas ce type d'installation. Hein, ce sont des installations qui sont en effet rentables, qui produisent réellement de l'électricité. Et en effet, c'est la première électricité qui va être utilisée localement. Et donc, mais en volume? Oui, en volume, on a largement. C'est important, quoi. Voilà, c'est tout à fait important. En fait, il faut savoir que la technologie aussi s'est développée extrêmement vite. Hein. Les premières éoliennes qu'on installait il y a une dizaine d'années, on était à moins de 1 méga. Aujourd'hui, là, ce sont des éoliennes classiques de 2 mégas. On a en Bretagne des éoliennes de 3 mégawatts installées. Enfin, voilà, c'est une technologie qui va, depuis 10 ans, qui évolue très très vite. Et si au début, en effet, il y avait peut-être peu de production, et bien finalement, la recherche et le développement ont fait qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une technologie qui est installée, complètement mature, et qui fait, ce qu'on disait tout à l'heure également, que l'on sort aujourd'hui d'ailleurs de tous les tarifs qui étaient des tarifs d'obligation d'achat, en fait, hein, les tarifs fortement aidés de la part de l'État. On en sort aujourd'hui, justement parce que c'est considéré comme une technologie qui maintenant est largement rentable. Payer moins cher l'électricité verte qu'à une époque. On nous rachète moins cher l'électricité qu'à une certaine époque, en effet. On sort des... Et est-ce qu'il y a quand même un sentiment de plus en plus de contestation sur les éoliennes, ou c'est quelque chose qui progresse Non, alors on est sur... on ne peut pas dire que ce soit énormément en développement. Ce sont des projets qui sont quand même des projets de territoire qui, en effet, qui se voient dans le territoire. Hein, c'est pas, et du coup, en effet, souvent, il y a beaucoup... Donc ça nécessite beaucoup de communication, de concertation, de bien informer sur ce que c'est réellement. Parce que forcément, il y a encore des personnes qui ne connaissent pas encore cette énergie. Et donc voilà, l'objectif, c'est de bien informer sur ce qu'il y a. Il y a encore de la place dans le Morbihan pour installer des éoliennes? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors on travaille avec les services de l'État pour ça. Il y a en effet encore de la place et c'est systématiquement discuté. Enfin ça pour le coup, les services de l'État sont là pour regarder chaque dossier. Il y a encore. On n'est pas arrivé à la saturation encore. Non voilà. Et la région Bretagne est pour le coup extrêmement ambitieuse là-dessus. D'accord. Et les éoliennes, elles sont fabriquées où? Alors ça dépend. On est principalement sur on en a au Danemark, en Allemagne. Pour autant, les constructeurs d'éoliennes se construisent de plus en plus. Il y a de plus en plus de parties des éoliennes qui sont construites en France également. Ah d'accord, on ne sait pas toujours. Non, mais ce sont des choses justement lorsqu'on fait nos communications locales, on en parle. L'empreinte carbone. Ouais, mais ça, c'est un fait. Hein. C'est-à-dire que oui, en effet, on n'a pas d'éoliennes totalement construites, en tout cas on n'a pas de constructeur français que l'on installe nous aujourd'hui sur ces éoliennes industrielles. Mais voilà, de plus en plus les constructeurs eux ont des pièces de machines fabriquées en France, fabriquées en France. Made in France. Éoliennes made in. Ils se sont rendus compte qu'en fait le marché français était aussi extrêmement sensible à ce point-là. Ouais. Et on est tous demandeurs, nous typiquement le groupe, comme tout un tas de groupes, mais LG est particulièrement demandeur de ce type de démarche, quoi. C'est-à-dire lorsqu'on travaille avec, parce qu'on travaille avec, on n'a pas un constructeur, hein, on travaille avec plusieurs constructeurs. Systématiquement, on demande ces éléments-là. D'accord.
Et puis on travaille beaucoup aussi avec une entreprise locale là, pour la construction. Et là. Oui, mais tout ce qui est... Il y a combien de tonnes de béton là au pied? Alors là, il faudrait voir avec les personnes plutôt de l'exploitation. Parce que c'est aussi... En fait, on est sur élément. des fondations à peu près de 40 mètres sur 2 ou 3 mètres de profondeur. C'est pas extrêmement profond. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était plus profond que ça. On enlève 1 mètre en fait, de Ah oui, fondation à à la fin, minimum. ouais, d'accord. Mais quand il y a une personne qui reste en haut, Et oui, on est uniquement sur la location. Mais c'était ma question, parce que moi je suis journaliste agricole et je voulais savoir comment ça se passait avec les agriculteurs. C'est un bail, c'est un achat, C'est un bail, systématiquement des baux. Des baux, alors, Ce sont des baux long terme forcément. Oui, sur combien d'années? On est sur des baux de 50 ans. Ce sont des baux amphithéotiques en fait. Avec une emprise de combien? Bah, ça dépend, là vous l'avez. En fait vous la voyez au sol tracée. C'est-à-dire qu'on laisse complètement la parcelle et on fait des documents d'arpentage qui dessine une nouvelle parcelle et qui redeviendra à terme, une fois que l'éolienne sera enlevée, on a l'obligation de remettre les parcelles. Et vous pouvez pas me donner la superficie de On est sur, l'emprise? c'est là je sais pas, on est à minima sur des 2000 m². 2000 mètres carrés. Par éolienne. Oui, minimum. Parce qu'après tout dépend de la longueur du chemin, de l'accès. Un agriculteur va toucher combien de bail pour cette Là on est sur environ 3 000 € par mégawatt. Par an? C'est de la location. le petit rond, non, pas le petit rond. Non, c'est à gauche. C'est le propriétaire du terrain qui a la charge des frais des constructions. Non, donc là, en effet, c'est un point important. Bon, ça, c'est dans la loi. Hein. De toute façon, c'est inscrit dans le bail, c'est dans la loi, etc. On a évidemment l'obligation de... En fait, l'éolienne nous appartient. Contrairement à ce que l'on peut... Alors, je ne suis pas juriste purement, hein, je ne peux pas me mettre dans toutes les... Mais contrairement à d'autres baux amphithéotiques, en fait, on n'est pas propriétaire... On reste propriétaire, nous, de l'éolienne tout le temps. C'est-à-dire quelqu'un, normalement, qui a une parcelle en location, s'il construit une maison, la maison, elle devient propriété, finalement, du propriétaire du terrain. Alors que là, l'éolienne, elle reste en notre propriété et on a l'obligation, évidemment, de démanteler et de prendre à notre charge l'ensemble des coûts de démantèlement. Et ça, c'est extrêmement suivi. L'administration vérifie tous ces éléments-là avant également de délivrer. En fait, on a même l'obligation de mettre l'argent en vue du démantèlement pour avoir l'autorisation de construire. En fait. On ne peut pas travailler parce que ce sont des projets forts qui marquent fortement. Ouais. Là, typiquement, sur Adnac, on avait des élus qui souhaitaient le développement des énergies renouvelables sur leur territoire. Plein de choses, je veux dire, tout projet peut être... Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas d'une éolienne près de chez lui, il ne va pas négocier le prix de vote de sa maison. Il va pas... Ça me paraît... Après, non, il y a aussi des personnes qui considèrent que avoir des parcs éoliens, ça leur donne aussi... qui considèrent que c'est l'avenir et que du coup, ne voient absolument pas d'un mauvais œil. Il y en a énormément. D'accord. Après, en effet, on entend plus ces personnes qui n'en veulent pas. Oui. Mais je pense que ça, c'est pas spécifique à l'éolien.